Bien, bonjour à tous, bonsoir. Cette sixième édition de la série de webinaires Transform à la rencontre de la gauche avec Clémentine Autain. Nous allons donc conduire cet entretien en français et en anglais avec une interprétation simultanée. Donc, je vais vous demander à tous de prendre soin de choisir la langue que vous préférez. À cette fin, eh bien, il vous suffit de cliquer sur la petite icône en forme de globe terrestre en bas de votre écran et de sélectionner anglais ou français. Et vérifiez surtout que vous avez mis sur silence l'audio, la source audio originale. Mon nom est Walter Bayer, je suis économiste, je vis à Vienne et je suis le coordinateur politique du réseau Transform Europe. Et avec mon amie Tatiana Mutino de Cultra, qui est le membre portugais, l'organisation membre portugaise de Transform, eh bien, j'animerai cette rencontre. Transform Europe est un réseau qui rassemble 34 organisations et revues de 22 pays européens. Organisations et journaux qui sont actifs dans le champ de la recherche critique, de l'analyse critique et de l'éducation politique. Et eh bien, simultanément, c'est également un think tank ou un cercle de réflexion qui coopère avec le Parti de gauche européenne. Alors, je vais vous présenter Clémentine Autain. Elle est directrice de la publication du magazine Regard. Elle a été co-secrétaire de la Fondation Copernic, qui est une organisation qui est également membre du réseau Transform. Et il s'agit donc d'une organisation politique fondée en 2013 et avec des composantes préexistantes du Front de gauche. En 2017, elle a été élue à l'Assemblée nationale, donc élue du parti La France Insoumise, et elle est aujourd'hui bien connue du public comme étant l'une des fondateurs et personnalités de l'initiative Bang, dont nous parlerons. Et Clémentine, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Il y aura une première partie dans cet entretien dans laquelle Clémentine sera interrogée par Tatiana et par moi-même, et il y aura une deuxième partie dans laquelle eh bien, notre auditoire, notre public est invité à poser des questions, et nous vous donnerons quelques instructions techniques à ce moment-là. Mais, eh bien, sans plus attendre, je vais passer la parole à Tatiana pour la première question. Merci Walter. Bonjour Clémentine. Walter a déjà fait référence à l'initiative Big Bang lancée par vous et d'autres personnalités politiques de la gauche française. Pourriez-vous nous expliquer un peu ce que c'est que le Big Bang, ses buts, comment ça avance et quelles seront les prochaines étapes? Bonjour à toutes et tous. D'abord, je suis très heureuse d'avoir ce temps d'échange avec des militants, des personnalités engagées à l'échelle européenne. C'est très important qu'on se parle et on sait à quel point les défis qui sont devant nous à l'échelle planétaire, les pandémies, les crises climatiques et tout le combat contre le capitalisme financiarisé qui détruit nos vies aujourd'hui aux quatre coins du monde. Et bien pour tout cela, on a besoin d'avoir une échelle d'action qui ne soit pas simplement enfermée dans le cadre national. Donc, je tenais à dire ça et c'est pour ça que je suis très contente aussi d'être dans ce cadre de discussion. Alors, le Big Bang, nous l'avons lancé au lendemain des élections européennes en France comme un cri d'alerte, un signal d'alarme par rapport à des résultats qui étaient très mauvais. Très mauvais à gauche, une gauche qui apparaissait non seulement affaiblie, mais très éclatée. Et face à cela, on a senti qu'il fallait impérativement dire quelque chose de fort pour interpeller toutes les organisations politiques, mais surtout, et nous y tenons, surtout les citoyennes et les citoyens qui ne veulent pas voir se jouer en permanence un duel entre l'extrême droite et le pouvoir en place, ou le pouvoir en place et l'extrême droite, et qui ont besoin, ont envie
de tracer un chemin inédit, digne du XXIe siècle, de changement profond de la société. Et à partir de là, nous estimons que ce projet digne du XXIe siècle a notamment pour caractéristique de mêler l'apport de la tradition du mouvement ouvrier, ce qu'on appelle le social, et l'écologie politique, c'est-à-dire que les défis sont aujourd'hui terriblement imbriqués et qu'une réponse de gauche du XXIe siècle, c'est celle qui arrive à embrasser le fameux slogan « fin du monde, fin du mois », la justice sociale et la prise au sérieux du défi environnemental climatique. Donc, nous avons rassemblé des personnalités issues de courants politiques différents. Moi, je suis députée au groupe de la France Insoumise, ma collègue Elsa Fossillon, avec laquelle nous avons initié cet appel, est députée du groupe communiste, et un mouvement qui s'appelle Génération en France, qui est notamment né dans la suite de la campagne de Benoît Hamon quand il a quitté le Parti socialiste, et Alain Coulombelle, qui est aujourd'hui dans Europe Écologie Les Verts, incarne le courant qu'on dirait le plus à gauche d'Europe Écologie Les Verts. Et donc, ce quatuor incarne ce que nous avons lancé, mais qui était plus large, puisque de nombreux intellectuels, des syndicalistes ont signé notre appel. Et à l'époque, nous avions fait un événement à Paris qui avait marqué les esprits, qui avait eu de l'écho, puisque c'était un événement qui à la fois disait notre volonté de rupture et notre volonté de rassemblement, et on tient aux deux, c'est-à-dire qu'il faut à la fois rassembler à gauche, rassembler dans le pays sur un projet de gauche, et en même temps le faire pour qu'ils puissent changer la vie des gens, et pas simplement avec une proposition à l'eau de rose, à minima, qui n'aurait pas tiré le leçon de 30 à 40 ans de social-démocratie qui a gouverné d'ailleurs partout en Europe et qui a échoué. Donc il faut faire autrement autre chose, repartir sur un autre pied. Et de ce point de vue-là, cet événement a cristallisé ce désir, cette volonté de dépasser le mur entre les forces politiques, les citoyens et le monde associatif syndical, qui sont trois univers parfois séparés et qui doivent conjuguer leurs forces pour créer l'espoir dans notre pays, et les murs aussi qui peuvent exister entre les courants plus écologistes et les courants plus de tradition du mouvement ouvrier. Voilà. Donc c'est l'état d'esprit du Big Bang. Alors, un an après, où on en est, on a d'abord appris à se connaître. Nous ne sommes pas un parti politique, donc on n'est pas un mouvement organisé qui se réunit régulièrement, etc. Donc il est vrai un espèce de noyau qui a appris à se connaître avec des rencontres où on s'est invité dans des débats publics, on a fait des répliques du Big Bang en région. Et aujourd'hui, nous travaillons à un manifeste et à des initiatives concrètes, comme nous en avons prises pendant le coronavirus, la crise sanitaire, au moment du confinement. Nous avons initié, même si ce n'est pas directement le Big Bang, mais quand même l'idée est venue à l'intérieur du Big Bang, l'événement contre le coronavirus que nous avons appelé, c'est-à-dire un événement qui parlait des femmes, de féminisme, mais des femmes qui étaient au front, qui tenaient l'économie de nos vies et pourtant qui étaient invisibles dans ce qu'on voyait à la télévision quand on allumait la radio ou la télé, qui étaient invisibles aussi par des métiers qui sont sous-rémunérés, dévalorisés. Et donc on a pris ce thème-là et un certain nombre d'intervenantes, là aussi du champ social et politique, dans le cadre d'un rassemblement qui correspond à ce qu'on aimerait faire sur le plan politique, eh bien nous avons pris cet événement. C'est juste pour dire que nous avons vocation désormais, non seulement à prolonger ce lieu passerelle qui est le nôtre, à faire valoir cette idée que je vous ai présentée, que nous défendons ensemble, et à prendre des initiatives comme un manifeste sur lequel nous travaillons et des initiatives plus thématiques qui nous permettent d'imprimer la société et le champ politique. Merci. Walter, à vous maintenant. Merci beaucoup, Clémentine. Je suis en direct. Vous avez parlé de réinventer la social-démocratie qui avait échoué. Alors, c'est un débat intéressant.
Et vous avez parlé aussi de créer une unité de la gauche, en particulier le PS, le Parti socialiste français, a souffert donc et a connu des moments difficiles. Et je voulais savoir, entre le PS et les Verts, qu'est-ce qui peut se passer dans le contexte politique actuel en France? Ça, difficile de le prédire exactement, parce qu'on sent des tentations différentes qui traversent et le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. Pas forcément exactement la même chose, ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas la même place dans le champ politique. Vous avez un parti qui a gouverné il y a très peu de temps, qui était majoritaire dans le pays et qui s'est effondré. Vous avez un autre parti qui est plus émergent et qui, notamment à l'occasion des élections européennes, s'est installé dans le paysage de façon plutôt positive. Donc, on peut pas tout à fait comparer la situation des deux, mais ce qui est clair, c'est qu'ils sont traversés l'un et l'autre de choix politiques, d'orientation, très fortement. Au Parti socialiste, entre ceux qui estiment qu'on pourrait quelque part refaire le PS, c'est-à-dire redorer le PS tel qu'il a existé, dans sa même lignée, sans aggiornamento sérieux, ça existe dans le Parti socialiste. Et d'autres pensent que ce temps-là est révolu et qu'il faut tirer les leçons des expériences passées, notamment des expériences gouvernementales. Jusqu'où? Difficile de le savoir à l'heure actuelle, mais il y a une partie du Parti socialiste, des militants, mais aussi des dirigeants, qui estiment qu'il faut se réancrer à gauche et qu'il faut faire un aggiornamento. À Europe Écologie Les Verts, là aussi, il y a des projets concurrents qui se discutent et les choses ne sont absolument pas figées. À Europe Écologie Les Verts, certains estiment que, en gros, il faudrait faire un pôle autour de la seule matrice écologiste et quelque part sans présager d'alliance particulière à gauche. Et d'autres qui estiment que Europe Écologie Les Verts doit au contraire s'ancrer dans la construction de majorités demain, clairement en rupture aussi avec le néolibéralisme, pas seulement avec le productivisme, mais bien avec aussi le néolibéralisme. Ce sont deux projets qui ne sont absolument pas les mêmes, et moi je perçois des tensions, des hésitations, et le champ politique de ce point de vue n'est absolument pas figé de leur côté, absolument pas figé, et je pense qu'on aurait tort dans notre gauche, une gauche de tradition plus radicale, de faire comme si rien ne bougeait du côté de ces forces qui sont de tradition plus modérée ou très différentes, ou pas forcément historiquement toujours inscrites correctement, franchement à gauche. Donc c'est ça qui est assez intéressant dans la période que nous traversons, mais personne ne peut dire comment ça peut déboucher. D'autant plus que de leur côté, la tentation est forte d'imaginer que la gauche de demain peut quelque part se ressourcer autour d'eux. Autour d'eux, non pas avec eux, mais autour d'eux. Donc, il y a une bataille aujourd'hui sur, pour ceux en tout cas qui veulent du rassemblement et chercher une solution pour éviter le piège Macron-Le Pen, il y a évidemment une bataille politique très, très forte pour savoir où peut se situer le curseur de ce rassemblement. C'est pas un petit enjeu, c'est pas simplement un enjeu d'ego, un enjeu de boutique. Ce sont des enjeux très sérieux de savoir si un rassemblement est possible, et s'il est possible, sur quelle base politique? Est-ce que véritablement on se dote d'un projet et d'un contenu qui nous permettent de passer dans une nouvelle phase qui nous emmène vers des ruptures fortes avec les logiques de la loi du profit, avec le consumérisme qui dégrade nos vies, avec la technocratie qui nous empêche aussi de gouverner correctement, avec d'autres sujets aussi qui nous tiennent à cœur. Je pense au féminisme, au combat en ce moment très, très fort sur les libertés, contre les violences policières, contre le racisme. Donc ça fait beaucoup d'enjeux sur lesquels aujourd'hui on n'est pas encore arrivé à une matrice commune et dont on pourrait connaître le curseur. C'est aujourd'hui une bataille politique. Alors certains pensent dans notre gauche que c'est fini, qu'en fait, voilà, on ne peut rien faire avec les écologistes ou avec des socialistes, qu'il n'est pas question de leur parler ou même d'imaginer quoi que ce soit avec eux. Et d'autres pensent que si on est cohérent avec l'idée qu'il faut trouver de nouvelles majorités,
alors il faut engager ce dialogue, non pas pour se dissoudre derrière eux, certainement pas, en tout cas, c'est pas mon point de vue, mais je pense qu'il le faut pour essayer de trouver des solutions qui tiennent les deux jambes, du large rassemblement et des possibilités de transformation véritable. Et ça, c'est pas simple. Et je crois que c'est pas simplement en France, on a par ailleurs un vrai problème. C'est que là, vous m'interrogez sur les partis politiques, mais enfin, il faut quand même se rendre compte ce qu'ils représentent aujourd'hui. Et que l'un des défis qui est devant nous tous, c'est que les partis politiques, ils sont tout petits. Et leur influence dans la société elle-même, elle est trop faible. Et pourtant, ils encadrent le jeu politique, ils encadrent, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ils sont très structurants dans le champ politique. Donc, la difficulté, elle est aussi là. C'est comment on arrive à créer du commun qui parle au pays, pas simplement un accord entre des appareils existants. Ça mènera à rien. Je crois que l'heure est absolument pas aux cartels électoraux. Le moment est à trouver la façon de créer de la dynamique politique dans le pays et d'arriver à joindre des forces qui, pour l'instant, se regardent un peu en chien de faïence. Et pour le faire, ma conviction, c'est que ça ne peut se faire que sur un projet qui prend à la racine les problèmes. Je ne crois absolument pas qu'on puisse remettre sur pied une gauche digne de ce nom si ça se fait sans imaginer qu'on va s'attaquer en profondeur à toute la logique de la règle d'or européenne, des traités d'austérité, cette banque centrale européenne qui décide de tout et n'importe quoi sans avis politique. Tout ça ne fonctionne pas et ne va pas du tout. Donc, partager les richesses aujourd'hui, ça veut dire s'attaquer au pouvoir de la finance, s'attaquer au lobby de la manière qu'il le faut aussi si on veut répondre à la crise climatique et aux défis environnementaux. Donc, ça se tient d'une certaine manière. Pour améliorer nos vies, il faut arriver à ça et il faut donc en avoir la volonté. Sinon, ce sont simplement des petits ajustements législatifs qui permettent d'améliorer un petit peu les choses. Mais quand on voit la situation des catastrophes climatiques qui nous arrivent dès maintenant, qui ne sont pas simplement un sujet pour dans 30 ou 40 ans, elles sont là, sous nos yeux. Et le coronavirus nous a donné une leçon de ce point de vue-là, parce que ça donne une petite idée de l'état de la société en cas de grave crise. Bon, où on va? On va dans une concurrence généralisée de tous contre tous, où on essaie de développer la coopération. On décide qu'on change de modèle de développement pour répondre aux défis, ou alors on n'en a rien à secouer et on continue à raisonner à court terme avec la rentabilité du profit comme seule boussole et advienne que pourra si on prend encore 1, 2 ou 3 degrés. Donc, vous voyez bien que tout ça se tient, d'autant plus que je crois, comme je le disais tout à l'heure, que si on s'attaque au consumérisme et à la loi du profit, ensemble, on a toutes les clés pour redonner du sens à la société et pour permettre d'améliorer la qualité de vie du grand nombre et de faire vivre tout simplement l'égalité. Je pense que les choses vont parfaitement ensemble et la condition, c'est d'arrêter de partir de ce que l'on compte pour aller vers ce qui compte. Et si on fait comme ça, alors on change complètement. C'est une révolution copernicienne qui nous permet d'être acteurs dans ce monde où on nous dit trop « there is no alternative ». C'est vrai qu'on nous dit beaucoup « there is no alternative » depuis Margaret Thatcher. Il y a un côté « bon, on peut rien, c'est la globalisation, signons les traités de libre-échange dans tous les sens ». Non. On peut faire autrement, on doit faire autrement et c'est cette force politique-là qui doit se lever et qui est en train de se chercher, pas simplement en France, elle se cherche aux États-Unis, elle se cherche en Europe et notamment en Europe du Sud, mais pas seulement. Et je crois même qu'une internationale est nécessaire pour porter ce projet qui allie le meilleur de la tradition du mouvement ouvrier avec l'écologie politique. Merci Clémentine. J'ai une question un peu dans le sens de cette question de Walter et ça concerne cette tribune au cœur de la crise Construisons l'avenir, appelant à la convocation d'une convention du monde commun sous-signée par un certain nombre de personnalités, notamment du Parti socialiste, du Parti Europe Écologie Les Verts et aussi du Parti communiste. Ça a été diffusé dans plusieurs médias. Votre nom n'est pas là. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ou en fait, c'est quoi en fait cette tribune qui se présente aussi comme un effort de rassembler une certaine gauche? Oui, d'ailleurs tout est dit quand vous dites une certaine gauche.
Elle ne rassemble pas aujourd'hui cette tribune jusqu'à la France Insoumise en particulier. Bon. Donc, c'est une tribune qui, du point de vue de son contenu et du spectre de rassemblement, ne correspond pas, à mon sens, à ce que nous cherchons à voir advenir. Alors, certains dans Big Bang l'ont signé en se disant il faut commencer, voilà. Il faut commencer. La France Insoumise, pour l'instant, est très enfermée, ne veut pas dialoguer, discuter et ne cherche pas ce rassemblement. Donc, en attendant, il faut bien faire quelque chose. Voilà. Est-ce qu'en signant un texte qui n'est pas totalement satisfaisant sur le fond, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Il y a notamment, par exemple, des termes comme néolibéralisme, productivisme, qu'on ne retrouve pas dedans. On retrouve des propositions concrètes qui ne sont pas si mineures. Quand on fait la liste, on prend le temps de faire la liste, mais le langage, la façon de formuler le projet général, pour des gens qui sont dans notre gauche, une gauche plus radicale, c'est clair que beaucoup ne se retrouvent pas dans ce langage qui n'incarne pas la colère et qui n'incarne pas le niveau de rupture nécessaire. Et dans le spectre de rassemblement, là aussi, c'est la même chose. C'est une histoire de dominante. Hein, c'est une histoire de dominante. Donc moi, je ne me sentais pas de signer cet appel parce qu'il ne correspond pas au curseur qui serait le mien du rassemblement. Mais je regarde ça peut-être avec moins de virulence que certains de mes camarades qui disaient que c'était affreux, cet appel. Beaucoup ont vraiment vilipendé très très fortement cet appel. Moi, je le regarde d'un autre point de vue peut-être, mais je trouve que quand on le lit dans le détail, on se rend compte que des choses ont avancé malgré tout en termes de propositions. On y trouve par exemple la fin de la signature des traités de libre-échange, on y trouve le pôle public du médicament, on y trouve toute une, je ne vais pas faire la liste des éléments, mais quand on les met bout à bout, il n'y a pas rien en termes de propositions et de projets. Mais je crois que si on n'est pas bien d'accord sur le niveau de rupture, sur le langage qui peut être le nôtre pour être en adéquation avec la colère sociale, qui ne fait que commencer en France, il faut se rendre compte, et peut-être pas qu'en France quand même, on sent bien qu'il y a quelque chose qui gronde. La récession économique avec les millions de chômeurs en plus, le tissu de petites entreprises en France qui risquent de mettre la clé sous la porte, la misère sociale, la crise alimentaire, va nous plonger dans une situation où les solutions, ça ne va pas être juste quelques petites lois qui nous permettent d'améliorer ici ou là les choses. Il faut qu'on prenne les choses autrement. Et il faut le dire très clairement, de façon forte, y compris sur le plan démocratique. Pour moi, un projet de transformation qui ne commence pas par une nouvelle république, c'est-à-dire par une mise à plat, une remise en cause de notre système institutionnel pour avancer fortement vers davantage de démocratie, pour qu'on ait aussi un outil qui nous serve à cette transformation. Je pense qu'on passe là aussi à côté de l'ancienne. Donc il y a beaucoup de débats aujourd'hui et je dirais que cette tribune, elle a permis de mettre le débat stratégique, ça n'a pas non plus intéressé les foules en délire en France, faut quand même raison garder, mais en tout cas, les milieux qui cherchent des solutions politiques ont regardé ça avec attention et ça a permis de faire discuter sur l'enjeu stratégique. Parce que si la division est trop grande, c'est clair, on laisse le boulevard aux autres. On laisse le boulevard aux autres. Et c'est un problème. Mais se rassembler pour se rassembler, avec un contenu qui ne nous permettra pas de transformer. On pourrait ne pas gagner, quand même, parce qu'il ne suffit pas de s'unir pour que ça parle au pays. Et deuxièmement, moi, je veux bien gagner, mais je veux gagner pour faire quelque chose. Voilà, pour faire quelque chose qui change la vie des gens. Donc, je ne suis absolument pas prête à participer à une unité, un cartel d'organisation où on aurait un plus petit dénominateur commun avec un projet à l'eau de rose. En tout cas, ce n'est pas du tout mon ambition. Eh bien, les gens qui nous écoutent ce soir hors de France s'intéressent aux mouvements sociaux. Vous avez eu ce mouvement social extraordinaire des Gilets jaunes, également d'opposition à la réforme des retraites. Et dans une certaine mesure, la crise sanitaire a un petit peu gelé ces mouvements. Je voulais savoir où en était ce mouvement, ces mouvements sociaux aujourd'hui, et un petit peu plus généralement, quelle est votre opinion sur l'impact de la crise sanitaire sur le paysage politique ?
Alors, l'état des mouvements sociaux, c'est très difficile de le dire puisque nous étions confinés. En revanche, hier soir, j'étais dans une manifestation interdite contre les violences policières et le racisme. Après ce jeune de 14 ans en France qui a été interpellé par la police et qui se retrouve aujourd'hui probablement à perdre un œil. Donc, après beaucoup d'autres violences qui ont circulé sur les réseaux sociaux parce que filmées, et ça dure depuis, on le sait, longtemps en France. Hein. Moi, je suis élue de banlieue populaire, donc c'est une question que je connais bien. Mais je dirais que toute la séquence des gilets jaunes ou sur les réseaux sociaux tournaient en boucle les images de violences policières et avec un ministre, M. Castaner, qui ne disait jamais rien d'autre que de rappeler son soutien inconditionnel aux forces de l'ordre. Bon, ça a laissé beaucoup de traces et hier, alors que c'était interdit, alors qu'on n'est pas complètement déconfiné, des milliers et des milliers de jeunes de jeunes, pas que des jeunes, mais beaucoup de jeunes sont venus manifester leur colère et je trouve que c'est voilà, ça donne une petite impression. Nous aurons le 16 juin une manifestation du monde de la santé. Donc là aussi, on pourra prendre le pouls parce que en France, pas qu'en France d'ailleurs, mais nous avons vraiment beaucoup salué à 20h tous les soirs les soignants à nos fenêtres, en tapant sur des casseroles, etc. Maintenant, il faut aller vers une confrontation sociale pour que le gouvernement améliore la situation concrètement de l'hôpital et des rémunérations des soignants. Ça, c'est une bataille qui est devant nous, qui peut être très populaire, très forte, difficile de savoir exactement jusqu'où elle va prendre et comment elle va prendre. Et je parlais tout à l'heure de la crise économique, qui va être immense. Et donc là, je pense qu'à partir de la rentrée, ce sera une question très chaude. Est-ce qu'elle embrase le pays? Est-ce qu'elle elle aboutit à ce que, quelque part, converge la crise des gilets jaunes, le mouvement des retraites, le mouvement des soignants? Est-ce que tout ça va coaguler et aboutir à un immense mouvement social? Je le souhaite, je l'espère. Difficile, évidemment, de le dire à cette heure précisément. Par ailleurs, dans le mouvement social, ce qui est important aussi à souligner, c'est qu'il y a un travail qui a été enclenché par 17 ONG, dont la CGT, syndicat la CGT, le mouvement Attaque, mouvement comme Oxfam et d'autres, et qui a abouti à une déclaration qui s'appelle Plus jamais ça, justement par rapport au coronavirus, et avec 34 propositions charpentées. Et que ça a fait événement. Ça a fait événement parce que c'est pas évident que des organisations comme Greenpeace, par exemple, Attaque, voilà, la CGT joignent leurs forces pour faire ça et que par ailleurs, ils ont soumis leurs propositions aux organisations politiques de gauche, toutes. Et d'ailleurs, ils les ont réunies. C'est le seul endroit où on a vu tous les chefs des partis de toute la gauche et des écologistes autour d'une table. Alors, c'était pas une table parce que c'était en visioconférence, mais être là. Alors, ça fait pas du tout une unité, hein, je dis pas ça, mais en tout cas, ça travaille vers cet engagement pour trouver des solutions, pour trouver une solution pour nous sortir de la nasse dans laquelle on est avec le gouvernement Macron et évidemment d'arriver à faire reculer l'hypothèse d'une extrême droite au pouvoir en France. Donc on en est là. Est-ce que le coronavirus change la donne? Ça aussi, j'aurais du mal à répondre très franchement. Pendant la crise, pendant le confinement, j'avais le sentiment qu'une certaine gravité l'emportait. Y compris avec les dirigeants politiques, quand on faisait des visioconférences, qu'on s'appelait, il y a quelque chose qui a bougé. On se parle davantage par rapport à ce qu'on faisait avant le confinement, hein, parce que tout le monde a bien senti que là, voilà, l'heure était vraiment grave, que les politiques d'austérité nous avaient amenés vraiment dans le mur qu'on connaît, puisque c'est ce qui nous a affaiblis face à la crise du Covid, que les libertés publiques sont menacées. Bon, il y a beaucoup de sujets qui sont sur la table et que aussi, bien sûr, toutes ces normes néolibérales qui broient tout, c'est pas possible. Et avec un grand débat qui, je pense, n'a pas eu lieu qu'en France, mené notamment avancé beaucoup par les intellectuels et qui nous intéresse au premier plan, qui est qu'est-ce qu'on redémarre? C'est-à-dire que la question lancinante, mais qui n'a pas fait vraiment débat. On ne peut pas dire qu'il y a eu un grand débat intellectuel. Il y a plutôt eu une grande convergence intellectuelle pour dire une chose simple, c'est on ne peut pas redémarrer comme avant. On ne peut pas redémarrer comme avant. Donc, qu'est-ce qu'on redémarre? Qu'est-ce qu'on ne redémarre pas? De quoi a-t-on besoin? De quoi n'a-t-on pas besoin? Voilà le débat qu'il nous faut aujourd'hui
pour ne pas redémarrer comme avant précisément. Et ça crée du lien. Ça crée du lien qui avance aussi vers ce projet, je trouve, de penser la façon de sortir des clous anciens et d'imaginer une espérance du 21e siècle. Je crois que ça y participe. Alors, est-ce que politiquement, la crise aura vraiment bousculé notre champ politique? Honnêtement, je suis incapable de le dire. Je ne sais pas si les vieilles routines ne vont pas se réinstaller très vite. Je ne sais pas. Mais ce qui bousculera plus fortement et plus assurément, c'est s'il y a une énorme mobilisation sociale à la rentrée. Je crois davantage à ça. Je pense maintenant que c'est ça qui peut vraiment nous porter et nous obliger. Nous obliger dans les deux sens auxquels je crois. Nous obliger à du rassemblement, mais à du rassemblement sur des bases qui soient des bases radicales. Merci Clémentine. Vous avez déjà un peu répondu à ma question, alors je vais la refaire. Donc, vous disiez que vous n'êtes pas sûr, vous ne savez pas trop comment ça va se passer au lendemain de la pandémie, si vraiment la marée, elle se retournera contre l'austérité et le néolibéralisme. Je pense que c'est peut-être le cas un peu partout en Europe, dans chaque pays d'Europe. Donc, ma question serait plutôt, pensez-vous que ce soit possible un rassemblement au niveau européen des forces de gauche qui puissent rendre plus fort ce retournement de la marée et comment on pouvait y arriver? C'est une bonne question. Ça, par contre, je pense que la crise a fait bouger sur la question européenne. Vraiment, je pense. Parce que l'inadité de l'Union européenne dans cette crise est apparue dans toute sa cruauté. Alors, c'était pas la première fois, hein, je veux dire, quand on n'est même pas capable d'accueillir l'Aquarius, que l'Union européenne est à ce point dysfonctionnant sur tant de choses, on pourrait se dire que c'était déjà le cas. Mais là, je crois que la crise du coronavirus a mis en lumière, ne serait-ce que par cette scène avec des Chinois qui arrivent avec des masques, et on se dit, mais comment c'est possible, quoi? On est où? C'est quoi cette Union européenne? Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Rien. Ils n'ont pas pris la mesure de la crise, en tout cas extrêmement tardivement, jusqu'à ce que certaines s'en excusent à l'échelle européenne. Et quand c'est arrivé vaguement à eux, ils ont été absolument incapables d'agir concrètement. Et les égoïsmes nationaux ont pris très vite le pas et les dogmes néolibéraux ont pris les pas suivants. Donc ça ne marche pas. Je veux dire, ça ne marche pas du tout. Et j'ai l'impression que, y compris des euros convaincus, enfin des europhiles, comme on dirait, très convaincus, très militants de l'Union européenne à gauche, en ont pris un petit coup dans l'aile. On a un exemple, par exemple, avec Raphaël Glucksmann, qui a créé Place Publique en France et qui était le candidat avec le Parti socialiste aux élections européennes. Au moment de la crise, là, il a donné une interview dans laquelle, quand même, il a dit des choses fortes contre l'Union européenne, ce qui n'était pas sa fibre avant la crise. Et je pense qu'il n'est pas le seul, il est plutôt symptomatique. Bon. Donc, on est là face à quelque chose qui peut… Non, ce que je veux dire, c'est qu'on gagne du terrain par rapport à d'autres périodes. Je pense qu'on gagne du terrain dans cette critique franche à l'égard de cette Union européenne qui ne va absolument pas. Voilà. Simplement, la critique de l'Union européenne doit s'accompagner d'un combat à une échelle, je l'ai dit au démarrage, mais j'y crois fortement, à une échelle qui n'est pas simplement le repli dans les frontières nationales. Et ça, c'est un risque qui nous guette, et je le sens, y compris à gauche. Je ne sais pas comment c'est dans d'autres pays plus précisément, mais à gauche, on voit bien qu'il y a une part souverainiste qui trouve à s'exprimer dans ce moment de façon assez forte, en disant, après tout, vous voyez bien, la mondialisation, c'est une catastrophe, l'Union européenne est incapable, alors faisons du Made in France et essayons de nous débrouiller dans nos frontières nationales. Bon, moi, je dis attention, vraiment attention. Attention parce que c'est un leurre sur beaucoup de questions. L'idée qu'on pourrait s'en sortir seul, c'est un leurre. Donc c'est pour ça qu'il faut construire des passerelles et faire front ensemble. Ça me paraît l'évidence même. L'échelle européenne est une échelle. D'ailleurs, dans l'Europe, il faut voir comment. Il y a peut-être des sous-ensembles qui peuvent mieux fonctionner.
Peut-être que la façon dont ça va se passer en Italie ou en Espagne et en France va donner là une convergence, je dirais, plus méditerranéenne. Voilà. Mais peut-être que c'est avec d'autres pays que les choses vont bouger. Je ne suis pas dans le mar du café, donc je ne sais pas exactement comment et où ça peut tout à fait exploser. Donc je pense qu'il faut raisonner à échelle supranationale, que l'échelle européenne est évidemment pertinente, mais peut-être qu'à l'intérieur, il y a des sous-ensembles de coalitions possibles qui peuvent pointer et qui peuvent aider à mener des bras de fer. À mener des bras de fer, là, c'est plus sur le plan politique, mais pas besoin d'attendre de gagner dans ces pays-là pour travailler à la convergence des forces existantes. Ça, c'est l'évidence qu'il faut le faire. Et on essaye de le faire, c'est pas toujours simple. Mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à une échelle internationale. Et je crois même qu'une échelle internationale nous donnerait beaucoup d'élan à l'échelle européenne. Parce qu'on s'inscrirait dans quelque chose qui d'abord, qui est tout à fait pertinent face à la pandémie. Je l'ai dit au début, quand on a une pandémie, on se rend bien compte que la solution, elle ne peut pas être que nationale, ni même européenne. Le climat, enfin, je veux dire, qui peut raconter qu'on va régler la question du climat dans des frontières françaises ou européennes? Ça ne marche pas. Donc, il y a bien besoin d'une internationale, de lier nos sorts. Et je ne vous parle pas de la lutte contre le capitalisme, mais ça, on le sait, parce qu'il y a déjà des internationales sur le sujet depuis un siècle. Mais je pense que l'internationale renouvelée, elle doit être celle qui lie les forces sur un plan politique. Il y a eu tous les mouvements altermondialistes qui l'ont fait sur le plan social, dans un moment de très grande patte politique, et qu'aujourd'hui, on est à nouveau confronté à la question politique. Et c'est pour ça que je pense à la question politique et aux limites de ce qu'on peut faire dans les frontières nationales. Donc, je crois vraiment que la maturation d'une nouvelle internationale sociale et écologiste, il faut qu'on la pousse, quoi. Il faut qu'on la pousse. Vous avez fait référence à l'inadéquation et l'échec relatif de l'Union européenne face à la crise du Covid-19. Nous sommes en fait au bord d'une récession. Nous savons que ce sera très probablement le cas. Et je me demande ce que vous, en tant que politique française, ce à quoi vous vous attendez en termes de décision et de politique européenne. Est-ce que ça va correspondre aux attentes, aux besoins? Est-ce que le lien va être suffisamment fort avec la crise climatique, avec la crise de notre société? Et donc, est-ce que ça va pouvoir changer non seulement notre économie, mais donc, face à ces événements importants, que pensez-vous de la réponse politique européenne? Il n'y a pas de réponse politique européenne qui change le cours des choses pour l'instant. Rien du tout. Je veux dire, rien du tout. Les aides qui sont octroyées le sont dans le même moule. Ça n'en finit pas d'être dans le moule de pensée. Mais il faut bien se rendre compte que le problème, c'est que, et c'est pareil pour les dirigeants français aujourd'hui, c'est qu'ils ont un cadre de pensée. Ils ne peuvent pas sortir de ce cadre. Ils sont enfermés dans ce cadre. Ils pensent véritablement que les enjeux, c'est la compétitivité, c'est le problème de l'investissement des capitaux, il ne faut pas qu'ils s'enfuient, que la méritocratie est le seul système qui peut fonctionner, que les pauvres, ils n'ont qu'à travailler, etc., etc. Donc, c'est leur cadre de pensée. Donc je n'attends absolument rien de la possibilité de ces gens-là de nous sortir de la nasse dans laquelle on est et de tirer des leçons de ce qui se passe. Emmanuel Macron a dit « rien ne sera plus comme avant ». La bonne plaisanterie. Et juste après, il vote un budget. Il fait voter à l'Assemblée nationale un budget qui est exactement dans les mêmes clous. Même revenir sur l'ISF, la réforme de l'ISF en France, c'est la réforme sur l'impôt sur la fortune. Ils ont supprimé, le gouvernement français a supprimé l'impôt sur la fortune qui existait. Nous avons demandé dans le budget, en pleine crise du coronavirus, de revenir sur ça. C'est quand même pas grand-chose. Même ça, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est impossible. Ils ont refusé. Ils ne savent pas l'expliquer tout à fait bien, mais ils ne peuvent pas faire ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez la marche
qu'il faudrait qu'ils franchissent pour imaginer d'autres politiques. Ils sont toujours dans ces clous-là. Ils ont donné 20 milliards d'euros aux grandes entreprises sans aucune contrepartie sociale et environnementale. Rien. Et ils pensent que c'est comme ça que ça va se redresser. Et quand vous écoutez en France le ministre de l'économie, il nous parle relancer la croissance. Voilà, c'est ça. Il faut relancer la croissance. Donc, il faut recommencer comme avant. Vous avez le MEDEF qui se pose parfois plus de questions que le gouvernement. Mais l'Institut Montaigne, qui est un institut très lié à cette droite, qui a rendu un rapport pour expliquer que maintenant, en sortie de crise, ce qu'il va falloir faire, c'est encore plus défiscaliser les heures supplémentaires, remettre la France au travail, enfin tout ce blabla qui n'est absolument pas du tout ce que nous, on propose en termes de partage des richesses et au contraire de réduction du temps de travail et tout ça, c'est aux antipodes. Et donc, je pense qu'ils ne peuvent pas penser autre chose. Donc, on peut mener le rapport de force pour que les cures d'austérité de demain, que les dérégulations soient moins dangereuses. Et on le voit, il y a un retrait de la loi retraite. Pour l'instant, elle est suspendue, la loi sur les retraites, qu'on peut mettre en France. Donc ça, c'est une victoire. Alors moi qui ai passé c'est peut-être en centaines d'heures à l'Assemblée nationale sur le texte de retraite, à batailler malheureusement sans arriver à convaincre évidemment la majorité, mais de me dire qu'au moins on aurait enterré cette réforme. Je me dis ça c'est bien, le coronavirus aurait eu la peau de la réforme des retraites que nous on n'a pas réussi, mais il y a aussi l'enjeu de la réforme de l'assurance chômage qui est pour l'instant suspendue. Donc on peut peut-être socialement les faire reculer sur des mesures comme ça qui sont de très grande régression, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que le choc dont parle Naomi Klein, le fameux choc néolibéral qui profite des crises pour aller un cran supplémentaire dans ses recettes de dérégulation et d'austérité, c'est quand même un scénario qu'on ne peut absolument pas exclure et voire même que je privilégierais aujourd'hui du point de vue de la Macronie et de l'échelle européenne aussi, qui est engluée complètement là-dedans. Alors, à l'échelle européenne, il se joue autre chose, c'est que les tensions vont grandir entre les États, que les égoïsmes nationaux peuvent finir par trouver quand même leurs limites et que l'Allemagne, dans cette histoire, a quand même été particulièrement en dessous de tout. Donc, comment ça se joue après ? Beaucoup s'interrogent sur la survie même de l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui. Merci Clémentine. Moi, j'avais une autre question pour vous, mais faut voir qu'il est déjà 18h40 quelques. Et je laisserai Walter à poser une dernière question, sinon les questions du public n'auront pas lieu et ce serait trop dommage, d'accord? Donc Walter, s'il vous plaît. Eh bien oui, je pense qu'on pourrait commencer la session questions-réponses et donner la possibilité à ceux qui nous écoutent de poser leurs questions. Est-ce que ça vous convient ? Oui. Alors, merci beaucoup Clémentine pour vos réponses claires et éclairantes. On passe maintenant aux questions du public. Bon, si vous ne l'avez pas encore fait, on vous prie de poser vos questions dans la boîte Q&A en bas de votre écran Zoom. Et mes collègues Giuseppe et Angeline, ils vont lire quelques questions. Bon, j'ai déjà dit, cet entretien doit se finir vers 19h15. Donc, nous nous excusons déjà si le temps qui reste ne suffit pas pour prendre toutes les questions. Merci de votre compréhension. Giuseppe ou Angelina, c'est à vous maintenant. Oui, merci Clémentine pour vos réponses. Et merci à Walter et à Tatiana. Eh bien, nous n'avons que des questions en anglais, donc je vais les lire en anglais, dit Giuseppe. Je vais commencer par la première question qui concerne la mobilisation et les manifestations contre les violences policières. Est-ce qu'il y a également des mobilisations et des manifestations contre les violences policières en France et est-ce que ces mobilisations grandissent face à la mobilisation aux États-Unis?
Oui, j'en ai parlé assez longuement tout à l'heure, puisqu'il y a eu notamment hier une grosse manifestation devant le tribunal à Paris pour vraiment dire pas de justice, pas de paix, sur des thématiques à la fois liées aux violences policières et au racisme. Euh, la comparaison avec les États-Unis, pour l'instant, évidemment, elle est de nature, je dirais, semblable, mais d'ampleur évidemment différente. On n'est pas du tout dans la même situation, mais par contre, le monde d'hier, alors qu'on est encore dans un moment de confinement relatif, en tout cas pas de total déconfinement, indique que c'est une question qui n'est pas marginale, qui permet à des nouvelles générations, enfin pas qui permet, mais en tout cas qui soulève de nouvelles générations et avec des profils aux couleurs de la France, hein, et non pas monocolores que blanc, tant s'en faut. Et donc, il y a quelque chose qui se passe en effet en France. Je ne sais pas jusqu'où ça peut continuer, mais il y a quelque chose qui se passe en France. Et tant mieux. Parce que l'impunité, j'en parlais tout à l'heure, mais l'impunité et la réaction du gouvernement est insupportable, absolument insupportable, et ça fait trop longtemps que ça dure. Donc, qu'il y ait ce réveil est une extrême bonne nouvelle. Je vais lire la deuxième question. Alors, est-ce que ce n'est pas seulement, est-ce que c'est vraiment possible de changer le système politique en France? Est-ce que ce ne sont pas des vœux pieux et de faire en sorte que les responsables politiques soient véritablement élus par une majorité? Et quelle est votre position par rapport à cela? Sur le système institutionnel, en fait, hein, je comprends la question. Alors, ma position, qui est notre position, je parle de la France insoumise, mais aussi des communistes, c'est vraiment de sortir de la Ve République. La Ve République est organisée autour de la personnalité du président de la République qui a beaucoup trop de pouvoir et l'exécutif a un pouvoir supérieur à celui du législatif. Donc ça ne marche pas du tout en termes d'équilibre des pouvoirs. On a en plus en France l'Assemblée nationale et le Sénat, ce qui pose beaucoup de questions sur notamment le rôle et la représentation aujourd'hui au Sénat qui semble obsolète. Beaucoup de choses à changer dans le système institutionnel français. Mais moi, je ne veux pas donner toutes les clés de comment on le réorganiserait, au sens où ce qu'on veut faire, c'est que cette nouvelle République qu'on veut bâtir, dans laquelle on a un parti pris, qui est de remise en cause de ce déséquilibre des pouvoirs au profit du président de la République, qui en a trop. En même temps, comment on le réagence, pour nous, c'est le fruit d'un processus constituant qui doit permettre de mettre sur pied ce nouveau système. Donc, il n'est pas question dans notre proposition d'emblée d'avoir les réponses à tout ce qu'on veut changer sur le plan institutionnel, mais bien d'imaginer un processus constituant qui associe les citoyens avec la désignation d'une assemblée spécifique qui travaille et qui dise quel est le nouveau système. Parce que j'ajoute juste une chose, c'est que le problème pour nous, il est institutionnel sur cet équilibre des pouvoirs, etc., mais il est beaucoup plus profond, parce que la question démocratique et de la nouvelle République qu'on veut, elle se pose aussi dans l'entreprise. C'est quel pouvoir pour ceux qui travaillent sur ce qu'ils produisent et sur le partage de la plus-value, mais c'est aussi la question des contre-pouvoirs, et je pense là aux médias. Le pouvoir des médias et des gros médias nous pose un problème démocratique majeur. Donc, comment on fait vivre le pluralisme des médias, c'est une question économique, mais c'est aussi une question démocratique. Et donc, il faut qu'on se donne d'outils pour ça. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que le chantier démocratique, il n'est pas étriqué, à mon sens, dans le seul enjeu de savoir comment on désigne les députés, quels pouvoirs ils ont et comment on supprime le président de la République. Ça, c'est important, mais ça ne fait pas toute la respiration démocratique dont on a besoin.
Bien, il y a une question très intéressante sur l'extrême droite. Est-ce que l'extrême droite, et en particulier le Rassemblement national, est en train de gagner du terrain face à un nationalisme qui semble gagner de la vigueur pendant cette crise? Je suis désolée de ne pas avoir des réponses très tranchées parce que là encore, il est très difficile de le mesurer dans ce moment aujourd'hui. Et pour une part, ça dépend aussi de nous. Ça dépend aussi de nous, de savoir si on va être capable de donner le là. On a essayé de faire tout ce qu'on pouvait pendant la crise, mais avec la séquence sociale qui risque de s'ouvrir, est-ce que nous aussi on est capable de donner de là? Je donne un exemple. Au moment du traité constitutionnel européen en 2005, au début, la tonalité, elle était du côté d'un nationalisme bien à droite. Et puis, quand la mobilisation s'est enclenchée du côté du non de gauche, eh ben, la lecture du résultat et dans les têtes, ce qui se jouait dans le non, c'était autre chose. Donc, ce que je veux dire, c'est que les choses, elles ne sont pas figées aujourd'hui. On a une extrême droite qui est très haute. Marine Le Pen est très haute. Ça, c'est l'évidence. Elle est présentée comme vraiment pouvant gagner, ce qui n'est pas exactement le cas de notre famille politique aujourd'hui, qui n'apparaît pas comme vraiment en capacité de gagner, alors qu'elle apparaît en capacité de gagner. Ce qui joue, notamment dans le monde populaire, où le rejet de Macron est très très fort, et on peut imaginer qu'à un moment donné, ils vont chercher quel est l'outil efficace qui permet de nous débarrasser de la Macronie. Bon. Si l'outil efficace apparaît du côté de l'extrême droite, peut-être que certains qui ne sont pas forcément d'accord avec tout vont l'utiliser juste pour mettre dehors Emmanuel Macron. Donc c'est à nous d'opposer à ce vote un vote plus efficace, un vote qui non seulement permet de mettre dehors Macron, mais qui permet de tracer un chemin de progrès humaniste, etc. Bon. Donc je ne peux pas savoir aujourd'hui si les leçons de la crise vont être qu'au fond, le repli, bah oui, c'est ça qu'il faut faire, il faut se replier, il faut avoir peur de son voisin, il faut traquer tout le monde, bon, ça peut être une option, il faut la xénophobie, etc. Bon, c'est une option possible, ou si l'option, c'est au contraire la solidarité, la coopération, le partage. C'est des valeurs et un monde qui n'est absolument pas le même. C'est des visions de la transformation qui ne sont pas les mêmes, et on peut se dire, à l'expérience même, je dirais, intime de la crise que chacun a vécue dans le confinement, de façon différente parce que c'était pétri d'inégalités sociales et territoriales, mais quand même, il y a eu de l'universel dans ce ressenti, dans cette privation de liberté, dans la peur du virus. Qu'est-ce qu'elle l'a fait sur nous? Je ne crois pas que ce soit totalement joué encore la dominante qui va sortir de ce qu'on en fait. Et c'est à nous d'être bons. C'est à nous d'être bons aussi. C'est à nous d'être les meilleurs pour indiquer le chemin et quelles sont les leçons de la crise. Je ne trouve pas à ce stade que l'extrême droite, et Marine Le Pen en particulier, en France, ait brillé pendant ces 2-3 mois. Je ne ressens pas ça. Je n'ai pas l'impression. Mais on peut imaginer qu'en sous-main, en souterrain, ça ait travaillé de leur côté. Mais c'est pas joué du tout. Pas joué du tout. Encore une question sur les élections, disons, pour faire simple. C'est probablement un point que nous avons déjà évoqué durant l'entretien, mais peut-être pourrez-vous mettre en lumière d'autres points. La question est la suivante. Est-ce qu'une coalition entre la gauche et les Verts est possible pour les prochaines élections françaises pour apporter la démonstration qu'il y a une alternative claire à la fois à Le Pen et à Macron? Alors, les prochaines élections chez nous, c'est les régionales. Enfin, il y a les municipales. D'abord, le deuxième tour des élections municipales. Et alors là, vraiment, le tableau n'est pas réjouissant. C'est vraiment un deuxième tour très étrange avec des configurations totalement éclatées, des divisions que moi, je trouve redoutables. Je vais en prendre une. On a une ville qui s'appelle Le Havre, dans laquelle le Premier ministre, Édouard Philippe, est candidat. Et en face, Jean-Paul Lecoq, qui est mon collègue député communiste,
a emmené une liste de rassemblement avec la France Insoumise et d'autres, qui est arrivée en tête et qui était potentiellement donnée gagnante au deuxième tour face au Premier ministre. Eh bien, dans l'entre-deux tours, alors qu'il s'est démené comme pas possible, il n'a pas réussi à trouver d'accord avec l'ensemble des listes de gauche. Là, les bras nous en tombent. Parce que si on n'est pas fichu de se mettre ensemble quand on a en face le Premier ministre, on se dit que ça va être compliqué. Hein, ça va être un long chemin de croix quand même. Hein. Et quand on regarde l'ensemble du paysage de ce second tour, on ne peut pas dire qu'il y ait des lignes de force qui se dégagent du côté du rassemblement. Il y a des expériences très intéressantes qui sont menées et qui peuvent amener à de la victoire sur des bases de rassemblement et de transformation profonde. Ça existe, mais très sincèrement, aujourd'hui, ça n'est pas la dominante pour les élections municipales. Ensuite, il y a les régionales, où là, ça va être aussi compliqué. Et je ne sais pas comment les choses vont se jouer, et d'autant plus qu'en toile de fond, comme les régionales devraient avoir lieu dans un an, on sera un an avant les élections présidentielles et législatives, donc ça sera un peu imbriqué, parce que ces régionales fonctionnent souvent comme un marchepied par rapport aux dynamiques politiques pour l'année suivante. Donc, ma conviction, c'est que le paysage politique n'est pas du tout stabilisé à gauche. Voilà, ça c'est potentiellement la bonne nouvelle. Il n'est pas stabilisé, il est assez éclaté, il se cherche, il est tiraillé dans toutes les familles politiques à l'intérieur de la gauche et des écologistes. Et donc, personne ne peut dire aujourd'hui quelle est la suite du chemin. Ma conviction, et je le redis, c'est que la seule chose qui peut vraiment, quelque part, nous obliger à nous mettre devant nos responsabilités historiques, c'est si un mouvement social d'ampleur s'enclenche dans les mois qui viennent et porte, en fait, pousse et oblige à dépasser ce qui aujourd'hui semble très difficile à dépasser. Ça peut être évidemment des enjeux qui sont des enjeux de fond, structurants, sur lesquels on bataille, on n'est pas d'accord, des enjeux aussi de formulation, de style politique, des questions d'ego. On a en France à gauche beaucoup de candidats à la présidentielle, hein, des hommes, que des hommes, à part peut-être Ségolène Royal, mais pour le reste, ceux qui se déclarent, et on en a beaucoup. Hein, je veux dire, c'est quelque chose d'assez grand, et plus on a de candidats, moins on voit presque la perspective de rassemblement se dessiner. Donc c'est pas facile, c'est pas facile pour l'instant. C'est pas facile pour l'instant, mais il faut y travailler, et il faut qu'à un moment donné, ça se traduise dans les enquêtes d'opinion par une aspiration forte des Français. Voilà, qu'on arrive à faire une démonstration dans les enquêtes d'opinion que ça fonctionne. Et à mon avis, pour que ça fonctionne, il faut que ça soit sur une base qui soit une base de transformation profonde. Parce que si c'est pour rejouer les mêmes mécanos que ce qu'on a eu avec la gauche sous François Hollande, là, ça va désespérer largement dans le pays. Il faut se rendre compte qu'en France, le mot gauche lui-même fait débat très très fortement. Parce que dans les milieux populaires en particulier, mais pas seulement, le mot gauche est associé au bilan de la Hollandie, de toute l'ère de François Hollande, ce gouvernement. Et que, évidemment, quand on a un gouvernement qui se dit de gauche, mais qui mène une politique de droite qui ressemble beaucoup à celle de ses prédécesseurs et de ses successeurs, les gens sont un peu perdus. Hein, il y a de quoi être perdu. Et donc, pour arriver à remettre du contenu sur ce que veut dire le mot gauche. Moi, je ne suis pas pour dire le mot gauche à toutes les sauces comme si c'était un étendard, ça ne fonctionne plus. Mais par contre, je suis pour m'inscrire dans cette tradition-là et pour arriver à re-remplir le mot pour lui donner du sens et du contenu. Merci. Je vais lire la dernière question parce qu'il semble que nous devons conclure dans peu de temps. La question est la suivante. Est-ce que le Covid-19 a changé la répartition des tâches entre les sexes et les rôles? Qu'est-ce que ça a signifié de ce point de vue-là? Le coronavirus. Oui. D'abord, ça a signifié, ce qu'on a beaucoup vu, ce qui a été très très visible, c'est que les métiers du soin,
ce que j'appelle l'économie de nos vies, était très féminin. Et ça s'est beaucoup vu. C'est-à-dire que les infirmières, les aides-soignantes, les aides à domicile, les caissières dans les supermarchés, ce sont des femmes. Et elles ont été très visibles de ce point de vue-là. Or, ce sont des métiers qui sont des métiers en temps normal dévalorisés, sous-payés et à forte pénibilité. Donc, j'espère que là, on va commencer à s'en rendre compte et à se dire que quand même, il y a un petit problème dans la considération de ces métiers féminins. Et ça, je pense, ça a été visible. Après, dans les maisons, c'est évidemment moins visible, mais la question des violences conjugales a été pas mal mise en avant grâce aux mobilisations antérieures, puisque, pas simplement en France, il y a eu la vague MeToo, mais dans la vague MeToo plus récemment, la question des violences conjugales a été à l'honneur. Et on a fait des manifestations en France très, très grosses, comme j'en avais, moi, jamais vu. Et je suis une militante féministe depuis 20 ans. Donc, c'est très gros. Donc, l'œil est davantage rivé sur les enjeux à la maison, de violence à la maison. Heureusement, avec la crise du Covid et le confinement, elles ont explosé. Elles ont explosé. Et nous avions avant alerté le gouvernement pour lui demander notamment 1 milliard tout de suite à mettre dans la lutte contre les violences faites aux femmes, qu'on n'a jamais réussi à obtenir en dépit d'une énorme mobilisation. Et on est très en dessous du niveau de l'Espagne aujourd'hui. C'est incroyable. Très, très en dessous du niveau de l'Espagne, alors que l'Espagne avait fait ce magnifique plan contre les violences. Et ensuite, il y a eu des cures d'austérité qui ont mis à mal un peu ce plan-là. Mais même après les cures d'austérité en Espagne, il reste plus haut en termes de prévention et de dispositifs que ce que nous avons, nous, aujourd'hui en France, c'est dire s'il y a beaucoup de travail sur cette question-là. Et puis, a été vu, je crois, alors aussi parce qu'on a fait notre initiative coronavirus qui a eu un peu d'écho, mais pas seulement, je crois que c'était très frappant qu'au moment de la crise, le ton très martial, très guerrier du président de la République, hein, nous sommes en guerre, en France, le président a répété sans arrêt dans ses allocutions, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Alors, comme nous étions en guerre, eh bien, sur les plateaux télé, c'était que des hommes qui intervenaient. Et je crois que ça a été particulièrement frappant. Je dis pas que ça a été plus le cas qu'en temps normal. On allumait la télé, on se trouvait avec 4 hommes qui débattaient. On écoutait les discours politiques, c'était que des hommes. À l'Assemblée nationale, les discours sur la crise sanitaire, on a eu un grand débat sur le déconfinement. Pendant les 3 premières heures du grand débat, il n'y a pas eu une voix de femme, pas une voix de femme, alors que nous sommes 40% de femmes à l'Assemblée nationale. Et ça, je crois que ça s'est vu. Je crois que ça s'est vu. Qu'est-ce que ça va créer après? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le problème, me semble-t-il, a été visible. La place des femmes dans son utilité d'une part et dans sa sous-représentation dans les milieux de pouvoir d'autre part, je pense que ça a été remarqué et que ça laissera des traces. Ça laissera des traces. Merci beaucoup pour ces réponses, Clémentine. Je crois que nous approchons de la conclusion de cette conversation. Je veux vraiment vous remercier chaleureusement pour votre patience et votre réactivité. C'est très intéressant pour nous, à la lumière des événements qui viennent de se produire, de rencontrer différentes personnalités dans toute l'Europe. Je veux également remercier Tatiana pour m'avoir aidé à animer cet entretien. Remerciement à l'interprète, merci monsieur, qui a facilité l'échange, bien je l'espère. Et j'ai pu en profiter, dit monsieur Bayer. C'était un plaisir. Et merci à Angela, bien sûr, qui, dans les coulisses, a rendu tout cela possible. Merci à Giuseppe également, qui a recueilli et présenté les questions. Comme de coutume,
nous avons enregistré cette conversation et nous la publierons sur notre site internet où vous pouvez trouver également les enregistrements des précédents webinars. La 7e édition dans notre série À la rencontre de la gauche, eh bien, nous mettra en compagnie de Enrique Santiago, qui est qui est député espagnol, représentant Unidas Podemos et secrétaire général du Parti communiste d'Espagne. Ce sera le mercredi 10 juin à 18h. Et vous pouvez vous inscrire grâce au lien que vous voyez apparaître dans l'icône du chat et sur le site internet de Transform. Eh bien, voilà, nous allons en rester là. Merci encore à Clémentine. Merci à vous. Merci à vous de l'invitation.